Merci beaucoup Nordine d'avoir fait le déplacement jusqu'ici. Alors tu connais le coin, ça te rappelle notamment ton enfance, mais merci beaucoup. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était pour un rassemblement à Nanterre, en hommage à Naël, qui, comme vous le savez, a été assassiné par la police dans les conditions que tout le monde connaît, et ce qui a été le facteur, l'élément déclencheur des révoltes qui ont eu lieu pendant plusieurs jours, plusieurs semaines même, et qui ont été, il faut quand même le rappeler, réprimées avec une sauvagerie assez incroyable. Je rappelle quand même que le nombre d'interpellations, pour la plupart arbitraires, se monte à plusieurs centaines. Je vous rappelle que pendant la période, pendant les quelques jours qu'ont duré ces révoltes très importantes, et sur tout le territoire national, hein, parce que c'est y compris dans des petites villes, hein, il y a eu au total quand même pas moins de 3 décès. Donc c'est en quelques jours seulement, hein. Bon, on en parle peu, mais bon, dans un pays comme la France, en moins d'une semaine, la répression policière a fait 3 morts. Et elle a fait des blessés qui sont aujourd'hui mutilés à vie. J'ai notamment en tête l'image du jeune Marseillais, il s'appelle Eddy, qui avait 17 ans, lui aussi, quand les faits se sont déroulés. Il était sur la Canebière au moment où des centaines de jeunes envahissaient le centre de Marseille. Il est tombé dans un guet-apens, dans un piège que lui ont tendu les policiers, qui l'ont passé à tabac, et résultat, il est aujourd'hui amputé d'une partie de la boîte crânienne. Bon, donc voilà dans quelle situation on est, et puis malheureusement, un fait particulièrement tragique qui s'est produit il y a quelques jours ici à Montfermeil fait écho à cette actualité particulièrement douloureuse. Vous l'avez tous évoqué, Néza, tu en as parlé, Nordine et Jean-Riyad également. Kylian, moi je ne vais pas revenir sur comment dire, l'enchaînement des faits, mais comme vous, j'ai participé à la marche blanche qui a eu lieu ici même, entre Clichy et Montfermeil, il y a une semaine. On a tous entendu le discours de la mère de Kylian, qui jusque-là a fait en sorte que rien ne déborde, mais qui a laissé dans le discours qu'elle a prononcé à l'issue de cette marche blanche éclater sa colère. Elle a raconté ce qu'elle a vu, c'est-à-dire son fils se faire traîner par des policiers dans la réserve au fond du magasin dont il était l'un des employés. Et lorsqu'ils l'ont ramené sur le trottoir, eh bien, il était inanimé et il est mort des coups, de la dizaine de coups de taser qui lui a été infligé. Il est mort du passage à tabac dont il a été victime. Voilà. Donc, j'allais dire un de plus, parce que des Ziyad et Bouna, des Naël, il y en a eu beaucoup, il y en a eu beaucoup trop, et ça continue. Et ça fait partie, malheureusement, on ne le dit pas assez, mais c'est pourtant de ça dont il s'agit, ça fait partie du mode d'oppression, ce qu'ils appellent le maintien de l'ordre. C'est le mode d'oppression et de domination de toute cette population qui vit dans les quartiers populaires et qu'il s'agit de contrôler et de tenir en main. Alors la bataille qui est devant nous, elle est rude parce que, je l'ai dit, malheureusement on a affaire à un gouvernement qui, je vais avoir l'occasion d'y revenir, n'entend pas lever le pied sur la question de la répression, mais entend au contraire l'amplifier toujours plus. Alors, et j'ai oublié, mais merci beaucoup à Néza, parce que c'est en lien direct avec ce que je veux aborder. Néza, qui est d'ailleurs la première à m'avoir accueilli dans cette circonscription, et qui est l'une de mes assistantes parlementaires, elle passe le plus clair de son temps sur des questions qui prennent à la gorge des milliers de gens, hein, dans ce département de Seine-Saint-Denis,
c'est-à-dire la question des titres de séjour, la question des papiers, pour lesquels il faut la question du logement, absolument, pour lesquels il faut des mois, des années et des années d'attente. Bon, c'est un boulot ingrat, et en même temps, c'est un boulot indispensable. Donc, merci beaucoup. Et par ailleurs, ce travail, bien évidemment, il va falloir qu'on l'amplifie parce que je vais parler maintenant de la loi Darmanin, notamment, et malheureusement, elle ne va pas nous faciliter la tâche. Il y a ce que vous avez évoqué, les uns et les autres, et puis il y a la situation politique dans laquelle on est. Alors, je me suis posé la question hier en préparant cette réunion, comment est-ce que je prends les choses par rapport à la loi Darmanin qui est au centre là directement de la situation et qui va percuter par définition la vie de centaines de milliers de personnes. Bon. Comment prendre les choses? C'est la question que je me suis posée hier. J'ai vite trouvé la réponse. Peut-être que c'est pas la bonne, vous me direz. J'ai pas souhaité faire un exposé sur la loi Darmanin, sur les différents articles qui la composent, parce que c'est un peu fastidieux. Et puis il se trouve par ailleurs que vous avez vu qu'à l'Assemblée, on n'a pas eu l'occasion de discuter véritablement de la loi Darmanin. Bon, en revanche, elle a été épluchée, décortiquée, article par article, dans la commission des lois. Moi, je ne relève pas de la commission des lois, donc je ne connais pas cette loi dans le détail. En revanche, j'en ai bien saisi l'esprit, la philosophie et l'orientation. Et je voudrais partir d'une chose, alors j'aurai l'occasion de revenir sur les différentes péripéties, et notamment sur ce fait, sur lequel, à mon avis, il faut insister. Vous avez vu que le Conseil constitutionnel a censuré une partie non négligeable de la loi Darmanin, puisque plus d'un tiers des dispositions contenues dans cette loi a été purement et simplement censurée, pour des raisons sur lesquelles il faudrait revenir. Là, j'ai pas le temps, mais il reste plus de la moitié, il reste quasiment les 2/3 de cette loi. Et je vais m'efforcer de le démontrer. Tout le contenu extrêmement dangereux, raciste, xénophobe de cette loi demeure. Et c'est la raison pour laquelle le combat pour obtenir son retrait, il n'est pas derrière nous, il est devant nous. Il est d'une actualité brûlante. Alors, sur cette loi, moi, très simplement, je partirais d'une question. Est-ce qu'on a besoin d'une loi asile-immigration dans ce pays? Est-ce qu'on a besoin d'une loi sur l'immigration? La réponse qui est la mienne, et ce n'est pas que la mienne, c'est la réponse notamment du groupe parlementaire auquel j'appartiens, la réponse est non. Je vais prendre les problèmes de manière assez simple. Tout près d'ici, il y a l'hôpital de Montfermeil, dont on connaît la situation. Dans cet hôpital, des dizaines de lits sont fermés. Quand j'avais rencontré sa directrice, moi, l'an dernier, c'était près de 100 lits qui étaient fermés. Et ils n'étaient pas fermés comme ça, simplement pour le plaisir de les fermer. Ils étaient fermés parce qu'il manquait 90 infirmières. C'est de la faute des immigrés, ça? C'est parce qu'il y a des immigrés, soi-disant, selon Le Pen, mais selon Darmanin aussi, ministre de l'Intérieur de Macron, il y en aurait trop. C'est de leur faute s'il n'y a pas assez de personnel soignant et si l'hôpital se casse littéralement la gueule. La réponse, on la connaît. La raison de cette situation, on peut la trouver très très vite. Elle réside dans les politiques contre l'hôpital public menées depuis des décennies et des décennies par tous les gouvernements qui se sont succédés à la tête de ce pays. Et Macron poursuit le travail. On pourrait en parler en long, en large et en travers. Dans cette circonscription, vous avez une clinique à Livry-Gargan, une clinique privée qui a été vendue à un groupe de financiers qui a fait son beurre sur la base du pillage de cet établissement qui, au bout du compte, a fini par faire faillite. Et bilan des courses, la maternité qui était hébergée dans cette clinique, elle a été fermée purement et simplement. On est dans un département où le taux de mortalité infantile est le double par rapport au taux de mortalité infantile sur le reste du territoire national. C'est pas de la faute des immigrés, ça.
C'est de la faute purement et simplement des politiques de santé et de destruction du système de santé qui sont menées, qui sont menées par tous les gouvernements qui se sont succédés à la tête de ce pays. Et vous pouvez prendre tous les problèmes. À chaque fois, vous tomberez sur des problèmes identiques. T'es prof? Moi, j'ai été prof pendant 20 ans. L'école est dans un état de délabrement qui fait froid dans le dos quand même. Bon, ben, par exemple, à Clichy-sous-Bois, là, je m'adresse à Isabelle parce qu'elle est en face de moi. Elle est instite à Clichy-sous-Bois. Ils ont fermé 20 classes l'an dernier à la louche, hein, à Clichy-sous-Bois. Il y en a 11 qui sont menacées de fermeture à la rentrée prochaine, à nouveau à Clichy l'an prochain. Bon, c'est pas de la faute des immigrés, ça. Et je l'ai dit, vous pouvez prendre tous les problèmes les uns après les autres. Il y a 10 millions de pauvres dans ce pays. Il y a 200 000 demandes de logement non satisfaites dans ce département. Mais les raisons, elles sont faciles à trouver. Elles résident encore une fois dans les politiques qui sont menées. Le problème, c'est pas les immigrés, le problème, c'est la politique qui est menée par ce gouvernement. 10 millions de pauvres, par exemple, bah, ça a un rapport direct avec le fait que les salaires n'augmentent pas, avec le fait que les prix, par contre, eux, ils explosent. Voilà, les raisons sont là, purement et simplement. Vous avez aujourd'hui un mouvement de révolte chez les paysans, chez les agriculteurs. De quoi ils crèvent, les agriculteurs? Ben, ils crèvent des politiques qui sont prises, des décisions qui sont prises au plus haut niveau par le pouvoir en place, qui est entièrement dévoué au marché, à la libre concurrence, à l'Union européenne. Ils viennent encore de signer des traités de libre-échange qui se traduisent par quoi? Ben, qui se traduisent par le fait que les produits qui sont faits ici, en France, comment dire, dans ce jeu de concurrence acharnée, eh bien, ne sont pas taillés pour la route face aux produits qui viennent d'Amérique du Sud, qui viennent d'Asie ou d'autre part. Bon, donc c'est à cette situation qu'on est confronté. Donc, je le redis, il n'y a pas en réalité... comment dire, cette loi immigration, cette loi asile-immigration que Macron, parce que c'est pas Le Pen, c'est pas Éric Ciotti, c'est pas tous ces réactionnaires patentés d'extrême droite ou de droite extrême, comme ça a été dit tout à l'heure, qui ont décidé de mettre à l'ordre du jour cette loi. C'est le pouvoir en place, c'est ce gouvernement. Et c'est eux qui sont responsables de cette situation. Puisqu'on parle des immigrés, on est dans un département qui va être directement... qui est directement concerné et qui est directement impacté par les Jeux Olympiques. Un certain nombre d'épreuves vont se dérouler ici même dans le département de la Seine-Saint-Denis. La quasi-totalité des chantiers qui sont en cours en ce moment, s'il n'y a pas une main-d'œuvre immigrée, s'il n'y a pas tous ces travailleurs qu'on dit sans papier, en réalité ils ont des papiers, mais ils n'ont pas de titre, ils sont pas réguliers. Et d'ailleurs, il s'agirait au contraire de les régulariser maintenant tout de suite. Sans eux, les chantiers, on peut les fermer tout de suite. Hein. Sans eux, ils ne tournent pas, purement et simplement. Donc, voilà la situation dans laquelle on est. Et puis, par ailleurs, quand même, au passage, une considération qui, à mon avis, est pas inutile. Ces immigrés qui sont désignés comme les responsables de tous les maux, comme les boucs émissaires. Je le dis, encore une fois, on ne s'exile pas de gaieté de cœur. Enfin, moi, j'arrive pas à y croire. Hein. Ceux qui fuient le Mali, je me tourne vers Neza parce qu'il se trouve que l'an dernier, on est allé, c'était en plein hiver, c'était en décembre... je suis pas fort avec les calendriers, ça devait donc être en décembre 2022. Il faisait très froid et la mairie de Clichy avait ouvert un gymnase pour héberger en urgence des familles qui dormaient à la rue. On s'était rendu dans ce gymnase. Il y avait la quasi-totalité des familles qui étaient hébergées dans ce centre, dans ce gymnase. Elles venaient de Côte d'Ivoire, d'autres venaient du Cameroun, d'autres venaient d'Algérie, des familles venaient du Mali. Bon, par exemple, les Maliens qui étaient dans ce gymnase, ils viennent d'un pays qui a été dévasté par quoi ?
Ils viennent d'un pays où la France décide en 2012 d'envoyer l'armée française, soi-disant pour combattre le terrorisme. La guerre continue. L'armée française a été chassée. Moi, personnellement, je m'en félicite. La guerre continue et il y en a qui en tirent profit. Les grands groupes, les grandes multinationales continuent à engranger des profits absolument gigantesques sur la base de guerres de pillage, de guerres de prédation qui déchiquetent littéralement ces pays et qui poussent les populations à fuir. C'est de ça dont on parle. Donc, je posais la question tout à l'heure, est-ce qu'on a besoin dans ce pays d'une loi immigration ? Non, on n'en a absolument pas besoin. Et donc, ça pose quand même une question. Pourquoi est-ce qu'ils font ça ? Pourquoi est-ce que le gouvernement de Macron a mis à l'ordre du jour la loi Asile-Immigration ? Il l'a mise à l'ordre du jour, à mon avis, moi je vous livre mon explication, il l'a mise à l'ordre du jour parce que, écoutez, ce pouvoir est minoritaire. Il est minoritaire partout. Il est minoritaire à l'Assemblée, il peut quasiment pas faire passer une loi sans utiliser des procédures d'exception. Par exemple, l'article 49.3. Le budget a été adopté il y a quelques mois. Sans le 49.3, le budget ne passait pas. Et le budget, c'est pas une mesure secondaire, c'est pas une mesure anecdotique. Ça décide de la quasi-totalité des politiques qui s'appliquent dans ce pays. Bien. Mais il n'est pas minoritaire qu'à l'Assemblée. Il est minoritaire d'abord et avant tout dans le pays. Il y a quelques mois dans ce pays, pendant 6 mois, il y a eu une bataille de chiens qui s'est menée contre la réforme des retraites. On était des millions dans la rue pour exiger le retrait de la réforme des retraites. Et c'est dans toutes les couches de la population. La politique de Macron, si vous interrogez des jeunes aujourd'hui, je pense que l'écho va pas être formidable. Chez les travailleurs, c'est la même chose. Chez les paysans, je vous fais pas un dessin. On a, si je puis dire, la vérité des prix en ce moment même. Donc ce gouvernement qui, par contre, bien qu'il soit extrêmement impopulaire et minoritaire, ultra minoritaire même dans le pays, mais qui veut continuer sa politique au profit des grands groupes, au profit des multinationales, au profit du marché, pour aller vite. Qu'est-ce qu'il a comme solution pour continuer ? Il en a pas 10 000. Il a la répression. Il a la force de la répression, il a les institutions de la Ve République qui sont des institutions autoritaires. En quelques mois, là, il a utilisé le 49.3 plus de 10 fois. Il a la répression d'État, et puis il a l'arme de la division. Et il n'y a rien de tel pour diviser un pays que de désigner un bouc émissaire. Et le bouc émissaire, il est tout trouvé. Le bouc émissaire, c'est, alors, dans les années 30, parce qu'on a déjà connu ça par le passé. On a déjà connu des périodes dans l'histoire. Dans les années 30, c'était le juif. Le juif ou les juifs étaient les boucs émissaires, étaient les responsables tout désignés. Aujourd'hui, et vous avez raison, c'est pas les étrangers, c'est même pas les immigrés, parce que la plupart, pour un grand nombre d'entre eux, ils sont nés en France. Ils sont français. Oui, mais ils sont aussi arabes ou noirs. Eh bien, c'est eux qui sont désignés. C'est eux qui sont montrés du doigt. Surtout pour certains musulmans. Absolument, absolument. Et donc... Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et encore une fois, je comprends 1000 fois pourquoi. Parce que du matin au soir, ils sont désignés comme responsables de tous les problèmes et de tous les maux de la société. Et ça, c'est insupportable. Et ça n'a pas commencé avec la loi Darmanin. Sous le quinquennat précédent, où Macron était déjà président de la République, l'une des lois qui fait passer, c'est la loi dite de lutte contre le séparatisme. La loi séparatisme, tout son contenu, c'est quoi ? C'est de désigner, il faut appeler les choses par leur nom, c'est de désigner les musulmans comme étant les responsables de tous les problèmes. Gabriel Attal, qui vient de devenir Premier ministre,
Juste avant, il était ministre de l'Éducation nationale. La première décision qu'il prend en devenant ministre de l'Éducation nationale, c'est quoi? C'est pas de décider de créer des postes et en urgence parce que la rentrée arrivait et on savait qu'elle allait être particulièrement catastrophique. Non, c'est quoi? C'est de prendre une circulaire interdisant le port de l'abaya à l'école. Si ça, moi j'ai rencontré des proviseurs, notamment dans cette circonscription. J'ai rencontré un chef d'établissement, peu importe lequel, le jour de la pré-rentrée, je la vois le jour de la pré-rentrée. Voici ce qu'elle me dit. Elle me dit, écoutez, franchement, monsieur le député, j'ai passé la moitié de ma journée à dévisager des jeunes filles pour savoir si elles portaient une abaya ou si elles portaient une robe longue. Si vous croyez vraiment pas que j'ai mieux à faire? Il y a eu, ce que je peux comprendre d'ailleurs, un effet de soulagement chez beaucoup, quand on a appris l'autre soir que le Conseil constitutionnel avait censuré une bonne partie du texte et qu'il l'avait expurgé des dispositions qui avaient été introduites par la droite, par Ciotti, par les Républicains, soutenus bien évidemment par Le Pen. Elle aurait eu tort de s'en priver. D'ailleurs, on se rappelle tous que le jour où la loi a été adoptée à l'Assemblée, elle a parlé de victoire idéologique du Rassemblement national. Et il y a eu une victoire idéologique du Rassemblement national grâce à Macron, grâce au pouvoir en place, grâce au gouvernement qui leur a littéralement passé les plats. Alors c'est vrai que ces dispositions ont sauté. Parmi ces dispositions, celles qui instaurent la préférence nationale, remettent en cause le droit du sol, faisaient sauter l'inconditionnalité de l'accès aux prestations sociales, ce qui est synonyme justement de la mise en place de la préférence nationale. Bon, ça a sauté, mais vous l'avez dit, ça a sauté parce que ce sont des cavaliers législatifs. Ça a sauté pour des raisons de forme. Ça veut donc dire que sur le fond, ça n'est pas considéré comme étant contraire à la Constitution. Et puisque ça n'est pas considéré sur le fond comme étant contraire à la Constitution, ça veut dire que ça peut ressurgir et ça peut revenir sur le tapis à n'importe quel moment. Pour l'instant, le gouvernement dit « Oh non, 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 non ». Et c'est vrai par ailleurs que le prix à payer pour eux du passage de cette loi a été quand même élevé. Bon, ils y ont perdu des plumes au passage. Ils se sont fait bouffer la laine sur dos, il faut le dire tout de suite, par le Rassemblement national, et c'était, j'allais dire, couru d'avance. Donc pour l'instant, ils ne veulent pas y revenir. Mais j'allais dire, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que pour eux, la nécessité à nouveau s'en fasse sentir. D'ailleurs, je vous rappelle quand même que quand la loi était examinée à l'Assemblée, il y a eu un deal entre le gouvernement, à l'époque dirigé par Elisabeth Borne, et puis la droite, visant à remettre en cause l'aide médicale d'État. Ce deal, Gabriel Attal l'a annoncé peu de jours après avoir été nommé Premier ministre, ce deal, il entend bien l'honorer. Bon. Et puis par ailleurs, il faut aller plus loin. Parce que même si plus d'un tiers de la loi a été censuré, il y a tout le reste qui demeure. Et le reste est de toute façon totalement réactionnaire. Je vais prendre un seul exemple. Je vais prendre l'exemple de l'aide sociale à l'enfance. Il me semble que c'est l'article 44. Aujourd'hui, l'aide sociale à l'enfance, passer, c'est pas les enfants, dès lors qu'on devient majeur, les foyers dans lesquels sont hébergés ceux qui relèvent de l'aide sociale à l'enfance et qui sont par définition dans des situations toutes plus dramatiques les unes que les autres, eh bien, ces jeunes, une fois qu'ils sont devenus majeurs, continuent à être pris en charge. La loi introduit une distinction et une différence, la loi qui vient d'être promulguée, puisqu'elle a été promulguée hier soir, ou cette nuit, je ne sais plus, enfin c'est très récent. La loi introduit une différence de traitement selon que le jeune est français ou bien étranger, non européen. Absolument. Donc, le jeune qui
n'est pas français, qui est étranger non européen, qui vient d'avoir 18 ans, qui relève de l'aide sociale à l'enfance, qu'est-ce qui va lui arriver depuis que cette loi a été promulguée? Eh bien, il va être jeté à la rue. Il va être expulsé de son foyer. Donc, on va provoquer des situations absolument inhumaines, absolument intolérables, par centaines et par centaines, du fait de l'application, mais ça, c'est de manière automatique, du fait de l'application et de la mise en œuvre de l'entrée en vigueur de la loi Darmanin. Je prends que cet exemple. Et ça, si ce n'est pas un cas de préférence nationale, j'aimerais bien qu'on m'explique de quoi il s'agit. Donc, et je vous dis, je ne prends que cet exemple, c'est l'article 44, donc je vous laisse imaginer le contenu des autres. Par ailleurs, toute la philosophie de cette loi, j'allais dire de ce projet de loi, malheureusement maintenant, c'est une loi. Toute la philosophie, pas la quasi-totalité, mais un bon nombre des articles qui composent la loi, reviennent en fait à mettre un signe égal entre immigration et délinquance, criminalité, insécurité. D'où l'importance qu'a été accordée pendant toute la discussion sur la loi, et ça va continuer, sur la question des OQTF, sur la question des titres de séjour, etc., etc. Et de fait, ce qui va se passer, du fait de l'entrée en vigueur de cette loi, c'est une criminalisation de milliers et de milliers de personnes. Voilà, donc c'est ça qu'ils sont en train de faire. Et encore une fois, et j'y insiste, alors bien sûr, Le Pen applaudit, même si aujourd'hui, pour des raisons politiciennes, elle dit ça va pas assez loin, ça n'est pas suffisant, etc., etc. Mais c'est Macron qui le fait. C'est Macron qui le fait. Et toutes les mesures qui ont été qui ont été intégrées dans la loi, dans le projet, par la droite et par le Rassemblement national, qui, pour un certain nombre d'entre elles, ont été évacuées par le Conseil constitutionnel. Jamais elles n'auraient vu le jour si Macron n'avait pas pris l'initiative d'inscrire à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale la discussion sur la loi Asile-Immigration. Donc c'est bien lui qui ouvre la brèche, c'est bien lui qui ouvre les vannes et qui prend la responsabilité de la situation particulièrement malsaine et perverse et dégueulasse, faut dire les choses telles qu'elles sont, à laquelle on assiste aujourd'hui. Et quand on voit ce qu'ils font, très franchement, moi, je me pose la question suivante. Qu'est-ce que Le Pen ferait de pire? Qu'est-ce que Le Pen ferait de pire? Bon, alors ils peuvent nous parler en long, en large et en travers du barrage républicain. Moi qui vous parle, moi j'ai toujours refusé le jeu de dupes du pseudo ou du soi-disant barrage républicain. En tout cas, là, on a la vérité des prix. Et je ne peux pas m'empêcher, moi, de faire le lien entre ce qu'ils font avec cette loi Asile-Immigration qui s'inscrit dans la continuité de toute une série de mesures tout aussi réactionnaires, racistes et xénophobes, et puis l'attitude de ce gouvernement vis-à-vis du massacre de masse qui se déroule en ce moment même à Gaza. J'ai pas le temps ici, je ne vais pas développer, mais on sait tout ce qui se passe depuis 3 mois. Vous avez vu les conclusions qui ont été rendues par la Cour internationale de justice. Oui, c'est ça, de justice, c'est bien ça. À La Haye, qui dit, oui, il y a un risque de génocide. Bah oui, tu m'étonnes qu'il y a un risque de génocide. Et le génocide est en cours. Quand on enferme des millions de personnes, parce qu'ils sont des millions, dans une toute petite bande de territoire, que les vivres ne rentrent plus, qu'il n'y a plus d'accès à l'eau potable, qu'il n'y a plus d'accès aux médicaments, que les opérations et les amputations se font aujourd'hui dans les quelques hôpitaux qui demeurent, qui restent debout, il n'y en a pas beaucoup. Quand on fait ces opérations sans anesthésie et que l'armée israélienne continue à bombarder une population qui ne peut pas s'enfuir, qui largue des bombes d'1 tonne sur une population qui ne peut pas s'enfuir, vous avez vu la situation. Aujourd'hui, pour se nourrir, on voit des vidéos absolument terrifiantes. Pour fabriquer leur pain, les Gazaouis, aujourd'hui, utilisent du fourrage animal. On en est là. La famine, pour les Gazaouis, c'est pas une question de c'est dans quelques jours ou c'est dans quelques semaines, c'est maintenant. C'est en ce moment que la famine est en train de décimer des milliers et des milliers de personnes dans cette ville, encore une fois, bombardée jour et nuit. C'est ça qui se passe.
Que fait Macron? Que fait Macron par rapport à ça? Alors, il préside en ce moment même le Conseil de sécurité de l'ONU pour un mois. Est-ce qu'il va tenir compte de la décision de la Cour internationale de justice? Je ne sais pas. Ce que je sais par contre, c'est ce qu'il fait depuis 3 mois. Et ce qu'il fait depuis 3 mois, c'est qu'il laisse faire. Ce qu'il fait depuis 3 mois, c'est qu'il se rend complice du massacre de masse et du génocide en cours. Ce que je sais aussi, c'est que, on l'a appris par un article dans Mediapart il y a 2 jours, le ministère des Armées revendique de continuer à livrer des armes à Israël parce que, soi-disant, Israël doit pouvoir assurer sa défense. Ça, c'est ce qui se passe en ce moment même et ça, c'est la responsabilité que prend ce gouvernement. Mais je suis désolé, moi, je fais le lien entre les deux. Je fais le lien entre la loi raciste et xénophobe de division raciste Darmanin et puis le soutien aux pires atrocités colonialistes commises par le gouvernement Netanyahou et par l'État d'Israël. Donc, je finis juste parce que, en fait, il se trouve que j'arrive à ma conclusion et comme j'ai été long, je préfère terminer tout de suite. Je développe pas plus sur la situation, d'autant plus, comme je l'ai dit, que j'ai été de toute façon trop long. Mais en tout état de cause, moi, je pense que là, ce qu'on a devant nous, bon, ça n'est un secret pour personne, il va falloir qu'on se batte et qu'on se batte comme des chiens. Et je pense que la question qui est posée, c'est effectivement, c'était au cœur de vos interventions, c'est de s'organiser. La question de s'organiser par nous-mêmes, c'est vraiment la question du moment. Moi, je ne peux pas m'empêcher de me poser la question de la responsabilité dans la situation actuelle. Moi, j'ai été syndicaliste pendant plus de 20 ans. Je dois vous dire que je me pose la question de la responsabilité des directions des principales centrales syndicales, que je trouve quand même très discrètes aujourd'hui, et je suis gentil, que je trouve très très timides quand elles ne sont pas purement et simplement absentes. Mais dans le même temps, je constate une chose, c'est qu'il y a une colère énorme. C'est pas ce qui se passe chez les agriculteurs qui va me démentir. Mais je l'ai dit, j'ai été prof pendant 20 ans, j'ai gardé beaucoup de contacts, de connaissances, d'amis dans cette profession. Il y a une grève qui est annoncée pour le 1er février prochain et je sais, et d'ailleurs l'actuel ministre de l'Éducation nationale n'y est pas pour rien vu tout ce qu'on apprend sur elle jour après jour. Bon, la colère dans les établissements scolaires, elle est énorme et franchement il y a de quoi. On sent que ça peut déborder à tout moment. Et moi, je pense que ça va bien finir par sortir et que ça va bien finir par déborder. Mais en tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que sur toutes les questions que j'ai évoquées là, ça dépendra de nous, ça dépendra du peuple, ça dépendra des gens. Et tout ce qu'on peut faire pour aider à s'organiser, eh ben, je pense que ça va dans le bon sens et je pense que c'est vraiment ça la tâche de l'heure. Comme j'ai été trop long, j'arrête ici.